Le PDG d'OpenAI vient de prédire que beaucoup de gens perdront beaucoup d'argent dans l'IA. Pas un concurrent, pas un sceptique, leur propre PDG de l'entreprise iconique au centre de cette grande révolution. Et pendant qu'il dit ça, son entreprise, elle, est valorisée à plus de 300 milliards et vient de signer un accord de 300 milliards avec Oracle. Tout ceci sachant qu'OpenAI n'a que 12 milliards de revenus et perd de l'argent sur chaque requête et entre donc dans la catégorie des business qui tournent à perte. Alors, soit Sam Altman est fou et saborde sa propre entreprise, soit il sait quelque chose qu'on ne sait pas et le marché refuse peut-être de voir. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce paradoxe intéressant qui concerne peut-être la plus grosse bulle de l'histoire. Parce que comprendre ce qui se joue n'est pas un exercice intellectuel. C'est une question de survie professionnelle. L'IA, c'est l'électricité du 21e siècle. Vous ne choisissez pas si vous voulez en faire partie. Vous choisissez juste votre rôle. Est-ce que l'IA travaille pour vous ou est-ce que vous allez travailler pour l'IA? Et cette vidéo existe pour vous éviter de finir du mauvais côté de cette équation. Pour comprendre cette situation paradoxale, segmentons l'industrie de l'IA en deux marchés distincts, le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire regroupe les entreprises qui innovent réellement en matière de modèles d'IA et qui entraînent les modèles d'IA, OpenAI, Anthropic, Google, X, Mistral, etc. Le marché secondaire, lui, regroupe les entreprises qui prennent ces modèles et les exploitent pour créer des applications concrètes. Pensez à Cursor, Notion ou Claude Code. La croissance du marché primaire a été fulgurante. ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois. Il avait fallu 18 ans à Netflix, 4 ans et demi à Facebook et 2 ans et demi à Instagram pour franchir ce seuil. ChatGPT dépasse maintenant les 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Ça impressionne les investisseurs. Ça fait de belles slides, mais combien paie vraiment? Parce qu'on a 3 acteurs qui ne vivent pas dans le même film. L'ingénieur, lui, sait que la tech est en train de plafonner, qu'on ne fait plus de percées aussi impressionnantes et que les gains sont plus marginaux. L'exemple classique, c'est GPT-5 qui déçoit énormément par rapport au bond des itérations précédentes. Le commercial et l'investisseur, eux, continuent de vendre l'AGI pour demain. On nous promet la révolution, ce qui est bien pratique, puisqu'on utilise ce narratif pour lever des centaines de milliards sur ce narratif. Et le client final, lui, il s'en fiche un peu. Le marché se contente de vouloir un outil qui marche, et pas une promesse. Mais gardez bien en tête que c'est lui qui est censé payer à la fin. La valorisation d'OpenAI est passée d'1 milliard en 2019 à 29 milliards en 2023, puis 157 milliards en 2024, pour exploser à 500 milliards en 2025. OpenAI n'est pas la seule entreprise avec des valorisations démesurées par rapport à ses revenus. X est valorisé 75 milliards de dollars, alors qu'on estime qu'elle perd 1 milliard par mois. Scale AI affiche une valorisation de 29 milliards pour seulement 1,5 milliard de revenus annuels. Anthropic est valorisé 61 milliards avec 5 milliards de revenus. Le décalage entre valorisation et réalité financière est vertigineux. Et les dépenses s'emballent. Microsoft, Google et Meta ont tous promis de dépenser entre 60 et 100 milliards dans des centres de données IA uniquement. La coentreprise d'OpenAI avec Oracle et SoftBank prévoit 500 milliards de dollars pour leur installation Stargate au Texas. Comment une entreprise valorisée à 300 milliards peut-elle dépenser 300 milliards? Ce n'est pas tout. La guerre des talents ajoute une couche supplémentaire de folie. En effet, Meta, par exemple, propose désormais des contrats à 100 millions de dollars, avec des primes à la signature atteignant des centaines de millions. Cette escalade pèse lourdement sur des entreprises déjà financièrement fragiles. Parallèlement à cette explosion financière, les attentes du public concernant les capacités de l'IA n'ont cessé d'augmenter, créant parfois un décalage avec la réalité des progrès techniques. Le modèle GPT-4, sorti 4 mois après ChatGPT, avait dépassé toutes les attentes, lançant une vague de hype autour des LLM. Après le succès retentissant de ChatGPT, OpenAI a enchaîné les nouvelles versions. Chaque itération apportait son lot d'améliorations, souvent impressionnantes. Mais en août 2025, avec le lancement de GPT-5, quelque chose a changé. Les progrès sont toujours là, mais ils deviennent de plus en plus marginaux. La question commence à se poser. Est-ce qu'on arrive au bout
de ce qui est possible. Pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder la recette qui a permis tous ces progrès. Pendant 5 ans, l'IA s'est améliorée en suivant une formule simple, des modèles plus gros, plus de données pour les entraîner, des ordinateurs plus puissants et de meilleures méthodes. Augmentez tout ça et vous obtenez une intelligence artificielle meilleure. Et ça marchait. Mais aujourd'hui, 3 de ces ingrédients ne posent plus de problème. Les modèles peuvent être aussi gros qu'on veut. Les ordinateurs sont assez puissants, les méthodes continuent de s'améliorer. Et avec des valorisations à plusieurs centaines de milliards, l'argent n'est pas un frein. Le vrai problème maintenant, c'est les données. Pour faire simple, on commence à sérieusement manquer de contenu de qualité pour entraîner ces modèles. C'est comme si on avait la plus grosse bibliothèque du monde, mais qu'on avait déjà lu tous les livres. Ilya Sutskever, l'une des figures les plus éminentes de l'IA, a déclaré en décembre que les données d'Internet sont le carburant fossile de l'IA. Nous manquons essentiellement de nouvelles données de qualité pour entraîner les modèles. Les questions juridiques autour de la propriété des données et la multiplication des procès compliquent encore la situation. Les données synthétiques générées par des entreprises comme Scale AI offrent une alternative partielle, mais elles ne remplacent pas totalement le besoin de textes humains authentiques pour les LLM. Alors, l'intelligence artificielle a-t-elle atteint son plafond? Pas nécessairement. Même si nous avons atteint le maximum de données d'entraînement disponibles, de meilleures techniques d'entraînement et architecture pourraient nous permettre un apprentissage plus efficace à données constantes. 2 êtres humains différents peuvent lire le même livre et en tirer 2 niveaux de compréhension différents. Nous avons déjà vu 2 exemples majeurs où des percées en techniques d'entraînement ont entraîné des bons dans l'innovation en IA. D'abord, l'introduction du fine-tuning sur les modèles de base avec l'apprentissage par renforcement. Ensuite, l'introduction des modèles de raisonnement avec le prompting en chaîne de pensée et le calcul au moment de l'inférence, permettant au modèle de réfléchir. Ces avancées suggèrent que le manque de données ne devrait pas, au fond, provoquer la panique, mais que la bulle existe ou non du côté de l'innovation technique, elle existe clairement du côté de l'allocation du capital. Et c'est là que la déclaration de Sam Altman prend tout son sens. Ces entreprises brûlent du capital à un rythme insoutenable, avec des modèles économiques qui ne sont pas encore viables. OpenAI perd de l'argent par requête. X perd 1 milliard par mois. Le primaire brûle, tandis que le secondaire cherche à facturer. Car en effet, il semble que c'est dans le marché secondaire que se trouve peut-être la véritable opportunité. C'est comme lors de la ruée vers l'or au XIXe siècle. Vous savez qui s'est enrichi? Pas les chercheurs d'or, mais ceux qui leur vendirent des pelles, des pioches et des jeans, comme Levi's. Aujourd'hui, c'est pareil, sauf que cette fois, les chercheurs d'or l'ont compris. Regardez bien, OpenAI lance Codex, Atlas et autres produits du genre. Anthropic sort des outils d'intégration. Google pousse Gemini partout. Ils sont en train de devenir leur propre Levi's. Ils brûlent des milliards sur le marché primaire, mais ils savent que la sortie de secours, c'est le secondaire. Ce n'est pas de l'innovation, c'est de l'instinct de survie. Ils construisent de leurs canaux de sauvetage pendant que le Titanic prend l'eau. Et ceux qui n'ont pas compris ça, ils sont déjà morts, ils ne le savent juste pas encore. Prenez Anthropic par exemple. Une entreprise qui a su adopter une stratégie gagnante en passant ses revenus annuels de 1 à 5 milliards de dollars, notamment grâce à des outils comme Claude Code qui s'intègrent directement dans le workflow des développeurs. Le marché secondaire applique les modèles d'intelligence artificielle à des cas d'usage spécifiques et touche une base d'utilisateurs plus large. C'est potentiellement l'un des moyens les plus rapides d'échapper à la bulle du marché primaire. Pour cette raison, de nombreuses entreprises du marché primaire cherchent maintenant à s'intégrer verticalement en atteignant le marché secondaire. Le moyen le plus rapide? Racheter des entreprises qui y opèrent déjà. Mais le problème n'est pas résolu pour autant, car il y a aussi de la bulle dans le marché secondaire. Cursor approche les 10 milliards de valorisation, Windsurf est à 3 milliards, Notion à 10 milliards. Atteindre le marché secondaire a un coût de prime énorme. L'optimisme concernant l'IA reste néanmoins une force dominante, surtout dans des domaines au-delà des LLM. En effet, l'intelligence artificielle ne se limite pas au texte et aux applications de chat. Elle sait maintenant
créer des images photoréalistes à partir d'une description, générer des vidéos complètes et même simuler des mondes virtuels entiers. Ce sont ces prouesses visuelles qui continuent de captiver le grand public et d'alimenter l'engouement autour de l'IA. Mais pendant que le public s'émerveille, les investisseurs, eux, commencent à tiquer. Les valorisations stratosphériques et l'allocation du capital suscitent un scepticisme croissant. Les hivers de l'intelligence artificielle ne sont pas nouveaux. On en a connu deux, années 70, années 90. À chaque fois, le pattern était identique. Des promesses démesurées suivies d'une déception collective, et les robinets de financement se fermaient. Mais ce qui se dessine aujourd'hui n'est pas un troisième hiver. C'est quelque chose de plus pervers. L'innovation ralentit, certes. GPT-5 déçoit, les gains marginaux diminuent. Ça, c'est le symptôme visible. Mais regardez ce qui se passe en coulisses. Des centaines de milliards continuent de s'investir, non pas malgré ce ralentissement, mais en l'ignorant complètement. Voilà le piège. Ces entreprises ne brûlent pas du capital par incompétence. Elles le brûlent par nécessité structurelle. Chaque levée de fonds crée une obligation de lever encore plus la fois suivante. C'est une fuite en avant, où ralentir équivaut à mourir. Les valorisations actuelles ne misent pas sur ce que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui. Elles misent sur l'AGI dans 3 ans. Sauf que 3 ans, c'est peut-être 10. Et 10 ans de burn rate à ce niveau, aucune entreprise ne survit. Pour rappel, le burn rate, c'est la vitesse à laquelle une entreprise brûle son cash. Combien elle dépense par mois sans forcément gagner d'argent en retour. C'est donc le rythme auquel l'argent part plus vite qu'il ne rentre. Altman ne prévient pas d'un crash technique quand il dit que beaucoup vont perdre gros. Il prévient d'un crash temporel, le moment où le marché réalisera que le chemin est 3 fois plus long que promis. Ce qui vient n'est pas un hiver, c'est un tri darwinien, entre ceux qui ont un modèle économique réel et ceux qui vivent de promesses. Alors, où en sommes-nous dans notre analyse ? Comme nous venons de le voir, le problème du marché de l'IA aujourd'hui est que nous avons 3 horloges différentes, qui tournent à des vitesses différentes. La première horloge, l'horloge technique. Elle mesure les progrès réels de l'intelligence artificielle. GPT-5 déçoit. Les gains deviennent marginaux. Le manque de données ralentit l'innovation. Cette horloge ralentit. Puis nous avons parlé de la deuxième horloge, l'horloge du capital. Elle mesure combien de temps les investisseurs acceptent de financer des pertes avant d'exiger de la rentabilité. OpenAI brûle son cash. X perd 1 milliard par mois. Les burn rates sont insoutenables. Cette horloge accélère. Troisième horloge, l'horloge de l'adoption. Elle mesure à quelle vitesse le marché adopte vraiment l'intelligence artificielle et paie pour. ChatGPT a 700 millions d'utilisateurs. Impressionnant. Mais combien paient réellement ? Combien d'entreprises ont restructuré leur processus autour de l'intelligence artificielle ? L'adoption profonde est beaucoup plus lente que prévu. Cette horloge traîne. Et voilà le problème. Le capital brûle plus vite que le marché n'adopte pendant que la technique plafonne. Ces 3 horloges ne sont plus synchronisées. Et quand elles divergent trop, le système se réaligne brutalement. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Qu'est-ce que ça change pour moi ?» Je ne suis pas investisseur en capital risque. Je ne lève pas de milliards. Je suis peut-être développeur, étudiant, entrepreneur, professionnel qui essaie de comprendre où se diriger. Et c'est précisément là que ça devient intéressant. Car ce que je viens de vous montrer n'est pas qu'une analyse financière. C'est un cadre pour lire les forces en mouvement. Et ce cadre, vous pouvez l'appliquer à votre échelle. Alors maintenant, la vraie question, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Parce que voilà la réalité brutale. Vous n'avez pas le luxe d'attendre. Ce n'est pas « Ah, j'ai raté une opportunité ». Non, si vous ne montez pas dans ce train, vous ne ratez pas juste une occasion. Vous devenez obsolète, remplaçable, redondant. L'intelligence artificielle va restructurer tous les métiers et toute la société. Pas dans 10 ans, maintenant. Et soit vous apprenez à la faire travailler pour vous, soit vous finirez par travailler pour elle. Au mieux, comme superviseur mal payé. Au pire, vous ne serez plus dans l'équation. La bonne nouvelle ? Vous venez de comprendre en quelques minutes ce que la plupart des gens vont mettre des années à réaliser. Maintenant,
On va transformer cette compréhension en stratégie. Voici donc les 4 principes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour ne pas finir du mauvais côté de cette révolution. Premier principe, orientez-vous vers le marché secondaire, pas le primaire. Comme on l'a vu, il faut arrêter de rêver à se former sur l'architecture des LLM ou à rêver de devenir machine learning expert en modèle d'IA. Vous n'avez ni les centaines de milliards, ni les talents à 100 millions, ni même le temps. Et même si vous les aviez, vous seriez en compétition directe avec OpenAI, Google et Meta, qui perdent déjà des milliards par mois. Personne ne vous paierait pour ça. Par contre, vous pouvez devenir le Levi's de votre industrie. Et voici comment faire concrètement. Trouvez un problème spécifique dans votre domaine que l'intelligence artificielle peut résoudre. Pas une intelligence artificielle générale pour tout le monde. Une intelligence artificielle pour une tâche très précise, dans un secteur très particulier. Un avocat qui automatise la revue de contrats immobiliers spécifiquement. Pas tous les contrats, juste l'immobilier. Un recruteur qui filtre les CV pour les postes techniques en cybersécurité. Pas tous les postes, juste la cybersécurité. Un comptable qui extrait automatiquement les données de factures de restaurants pour optimiser la TVA. Pas toutes les factures, juste les restaurants. Vous voyez le pattern? La spécificité tue la généralité, parce que les modèles généraux existent déjà. Mais les solutions verticales ultra ciblées, c'est là que personne n'a encore creusé. C'est là que le client paie, parce que vous résolvez son problème précis, pas un problème théorique. Prenez Harvey par exemple. Ils n'ont pas créé un produit pour résoudre tous les problèmes. Ils ont créé une intelligence artificielle spécifiquement pour les cabinets d'avocats. Ils valent aujourd'hui plusieurs milliards. Et la beauté de cette approche, vous n'avez pas besoin d'entraîner vos propres modèles. Vous prenez GPT, Claude ou Gemini et vous construisez une interface spécialisée par-dessus. Votre valeur n'est pas dans le modèle, elle est dans la connaissance du problème métier. Deuxième principe, misez sur l'horloge de l'adoption, pas celle du capital. Les investisseurs peuvent bien continuer à injecter des milliards dans des promesses d'AGI pour 2028. Vous n'avez pas 3 ans sans aucune garantie de revenus devant vous. Vous aurez besoin de clients ou d'entreprises qui vous paieront le plus vite possible. Alors, voici la règle d'or. Ne construisez jamais pour ce que l'IA pourra faire dans 2 ans. Construisez pour ce qu'elle fait aujourd'hui et ce que les gens paient aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier des problèmes qui sont déjà en train de migrer vers l'intelligence artificielle. Pas ceux qui vont peut-être migrer un jour. Car en effet, les entreprises paient déjà pour automatiser leur support client, pour analyser leurs données, pour résumer leurs réunions. Ce sont des besoins immédiats, avec des budgets alloués qui existent déjà. Par contre, personne ne paie pour une AGI qui va remplacer tous les employés. Ça, c'est un fantasme de la Silicon Valley. Le vrai argent est dans les petites victoires immédiates. Gagner 2 heures par jour sur une tâche répétitive, réduire de 30% les erreurs dans un processus, ou bien encore aider à accélérer l'exécution de tâches existantes. Troisième principe, ne misez jamais tout sur un seul outil. Il y a, dans l'histoire, des leçons qui se répètent avec une régularité embarrassante. L'une d'elles concerne la dépendance. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui organisent toute leur manière de travailler autour d'un seul outil d'intelligence artificielle. Je comprends bien, quand on découvre ChatGPT ou Gemini et qu'on commence à voir les résultats, on a envie de s'y tenir. On investit du temps à apprendre comment bien l'utiliser. On développe ces petites techniques. Mais ce marché, c'est un marché instable. Ces entreprises perdent de l'argent. Leurs modèles économiques, comme leur progrès, demeurent donc fragiles. Et demain, prix, qualité ou biais peuvent basculer du jour au lendemain. Bref, votre utilisation doit évoluer avec ces outils sans attachement aucun, ni à l'un, ni à l'autre. Voilà pourquoi il faut apprendre à utiliser au moins 2 ou 3 outils différents, pour ne pas se laisser biaiser, ni enfermer nulle part. Si vous utilisez ChatGPT tous les jours, prenez 1 heure cette semaine et essayez Claude. Voyez lequel est meilleur et pourquoi. Comprenez les différences et développez ce sens du sommelier de l'intelligence artificielle qui sait choisir avec goût. Cette capacité et cette finesse vous protégera en vous rendant plus flexible et plus connaisseur. Vous basculerez naturellement vers un autre outil si nécessaire et vous apprendrez plus vite,
pendant que d'autres perdront des semaines à stagner ou à apprendre depuis le début ce que vous savez depuis des mois. 4e principe, commencez par ce qui ne compte pas vraiment. Il y a une sagesse ancienne qui dit « il faut apprendre sur ce qu'on peut se permettre de rater ». Et pourtant, beaucoup de gens veulent immédiatement utiliser l'intelligence artificielle sur leur cœur de métier, avant même de comprendre comment ces outils fonctionnent vraiment. Mais voici une meilleure approche. Il y a forcément des choses que vous faites par obligation, mais qui ne sont pas vraiment importantes. Des emails de suivi, des notes de réunion que personne ne relit, des petits résumés qu'on vous demande. Bref, des tâches administratives qui vous prennent du temps, sans être cruciales. C'est exactement là qu'il faut commencer avec l'intelligence artificielle. Si ça marche, vous gagnez du temps sur quelque chose d'ennuyeux. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ce genre de tâche n'est pas important. Vous ne risquez rien. Et c'est seulement après, quand vous aurez compris les forces et les faiblesses de ces outils sur des tâches sans enjeu, que vous pourrez les utiliser sur des choses plus sérieuses. Ceux qui s'en sortiront le mieux ne seront pas ceux qui auront tout misé d'un coup sur l'intelligence artificielle. Ce seront ceux qui auront appris progressivement sur des petites choses et qui auront construit leur expertise pas à pas, sans jamais prendre de risques inutiles. Voilà où nous en sommes. Une industrie en pleine explosion financière, avec des valorisations stratosphériques qui défient toute logique, des promesses d'AGI qui tardent à se matérialiser, et un marché qui cherche encore désespérément comment payer cette facture de centaines de milliards. Sam Altman a raison. Beaucoup vont perdre beaucoup d'argent dans cette histoire. Les investisseurs qui ont misé sur des licornes sans modèle économique. Les entreprises du marché primaire qui brûlent des milliards sans chemin vers la rentabilité. Les professionnels qui auront attendu trop longtemps avant de s'adapter. Mais tout le monde ne perdra pas. Il y aura des gagnants. Beaucoup de gagnants même. Et ceux qui gagneront sont ceux qui ont déjà compris que la révolution ne se joue pas dans les labos d'OpenAI ou de chez Google. Elle se joue dans les applications concrètes, dans les métiers réels, dans les problèmes spécifiques de vrais clients qui perdent de l'argent réel. Ceux qui gagneront sont ceux qui auront monté dans la chaîne de valeur au lieu de rester dans la zone de confort de l'exécution pure. Ils auront compris que leur valeur n'est pas dans leur capacité à faire, mais dans leur capacité à décider quoi faire. Et ceux qui gagneront sont ceux qui auront commencé aujourd'hui. Pas demain, pas quand ça sera plus mature. Aujourd'hui, parce que voici la vraie réalité. Il n'y aura pas de stabilisation. Il n'y aura pas de moment où c'est bon. Maintenant c'est clair, je peux y aller. L'intelligence artificielle va continuer d'évoluer. Les règles vont continuer de changer. L'incertitude est la nouvelle norme. Alors, la question n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle va tout transformer. Elle est déjà en train de le faire. La seule question qui compte vraiment est plutôt de quel côté de cette transformation voulez-vous être ? Du côté de ceux qui subissent ou du côté de ceux qui construisent ? Le choix vous appartient. Si cette analyse vous a plu et que vous voulez aller plus loin sur ces sujets, soutenez ce travail sur Patreon. J'envisage de partager plus d'analyses exclusives, plus approfondies à l'avenir, pour nous aider à naviguer en cette période trouble. Et si vous êtes en Suisse et que vous voulez échanger autour de ces thématiques, contactez-moi directement. J'organise des rencontres avec ceux qui réfléchissent à ces enjeux. Vous me trouverez aussi sur Instagram si vous voulez me contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Mes pensées, dit le voyageur à son ombre, doivent m'indiquer où j'en suis, non pas me révéler où je vais. J'aime l'ignorance de l'avenir et ne veux succomber ni à l'impatience ni à la saveur anticipée des choses promises.